30 secondes pour répondre sur la question. Donc, puisque vous avez pris votre temps pour demander pardon. Non, 30 secondes. 30 secondes pour répondre sur la question des anciennes victimes de l'opération Épervier qui remercient le président de la République. C'est un appel du pied? Déjà, Duval, je pense qu'il faut déjà faire le bilan de l'opération Épervier. Qu'est-ce que l'opération Épervier nous a apporté? Qu'est-ce que le Camerounais lambda a gagné de l'opération Épervier au-delà des arrestations et des emprisonnements? Certes, il est important d'arrêter ceux qui sont soupçonnés, accusés d'avoir volé, mais toujours est-il que le plus important pour nous, c'est de voir le système de réparation en place. On dit par exemple quelqu'un a détourné 2 milliards de francs CFA. La justice l'a condamné parce que parfois on revoit jusqu'à 300 millions de francs CFA. Ce que le Camerounais veut savoir, est-ce que si l'argent qui avait été détourné pour la réalisation de 2-3 forages, si cet argent a été restitué, et s'il a été restitué, est-ce que finalement le forage a été mis en œuvre? Or, à l'évidence, on se rend compte que c'est plus d'arrestations, plus de condamnations que de restitution des sous accusés d'avoir été détournés. Et je crois que l'élément explicatif se trouve même dans l'esprit de la mise en œuvre de cette politique publique qui visait l'assainissement de la gestion de la finance publique. Au départ, pourquoi Paul Biya a lancé l'opération Épervier? C'était sous la pression des bailleurs de fonds internationaux, c'était sous la pression politique face à des discordes à l'interne, ou alors c'était effectivement pour lutter contre la corruption. Pour ce qui est de cette dernière interrogation, moi je peux vous dire avec beaucoup de certitude que ce n'était pas dans ce sens. Pourquoi? Parce que nous avons l'élément fondateur de la lutte contre la corruption, qui est l'article 66, qui somnole toujours dans notre constitution sans une mise en application. En 2006, le décret d'application a été signé. Malheureusement, jusqu'ici, on n'a pas encore commencé on n'a pas encore commencé à appliquer l'article 66. Pourtant, c'est le préalable. L'article 66, pour les en bas d'en bas, c'est quoi? C'est que quand on nomme quelqu'un quelque part, on essaye d'évaluer ce qu'il a comme fortune, comme argent en banque. Et quand il ressort de là, on essaye de faire une autre évaluation pour voir si effectivement ce qu'il a finalement accumulé, acquis, correspond à ce qu'il aurait pu avoir avec son petit salaire. Mais si on se rend compte que c'est un peu excessif, on va immédiatement le soupçonner. Malheureusement, l'article 66 n'est pas mis en application. Donc aujourd'hui, on se demande bien si l'opération Épervier, c'était tout simplement pour arrêter les gens et les mettre en prison, ou alors c'était pour finalement dissuader et récupérer l'argent qui a été volé. Et maintenant, il y a des gens qui sortent, qui vous disent que le problème n'est pas ceux qui les ont mis en prison. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ils reconnaissent qu'ils étaient en tort. Et puis ils vous disent que le problème c'est plutôt telle autre entité ou telle autre entité. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut peut-être faire un état, il faut faire un état général. Voilà, un état général de l'opération Épervier, qu'il y ait une communication pour situer les Camerounais sur le bien fondé de cette politique 20 ans après. Vous parlez de la communication, il y en a une qui a été à l'origine d'une grosse polémique cette semaine, c'est la communication du ministère de la Défense au sujet de l'autopsie ou de l'enquête qui a été menée après le décès de Georges Anissé Ekane. Cette communication, Maître Moustapha Ngwana indique que Anissé Ekane est mort de mort naturelle. Sauf que la famille conteste cette décision et estime qu'il faut mettre en place une commission indépendante pour faire une lumière précise, pour faire la lumière sur le décès de Georges Anissé. Est-ce que vous comprenez le sens de la contestation de la famille? Je crois qu'il y a quelques semaines, nous avons abordé la question sur ce plateau, oui, où je vous faisais savoir que le ministère public est cette partie principale du procès pénal et qu'il peut mener des investigations, solliciter des expertises, mais seulement elles ne seront pas opposables à la famille. Oui. La famille, pour que l'expertise qui a été menée, l'autopsie qui a été menée puisse être opposée à la famille, il a fallu qu'elle fût contradictoire. Ouais. Malheureusement, en l'état, c'est une autopsie qui a été faite par
pas une seule partie, parce qu'en réalité, le commissaire du gouvernement, c'est le prolongement du pouvoir et du pouvoir exécutif. Donc, on accuse le gouvernement d'être à l'origine de la mort de M. Ekane. Donc, toute autopsie qui est menée dans ces circonstances-là, ça n'est pas de nature à rassurer qui que ce soit. Il y a eu une précipitation, il n'y a pas eu l'association de la famille. On aurait dû associer la famille et aussi obtenir des personnes indépendantes pour pouvoir mener cette expertise. Donc, je puis vous dire que je ne suis pas surpris et je suis sûr que la plupart de ceux qui élevaient la contestation, dont moi, au moment où les faits se sont déroulés, nous savions pertinemment qu'on allait aboutir à un résultat comme celui-là. Si on voulait autre chose, on aurait fait autrement. Et on ne peut pas dire qu'une personne qui n'a pas son extracteur d'oxygène n'était pas condamnée à mourir. C'est-à-dire qu'on le mettait inexorablement vers la ligne, vers une mort prématurée, parce que nous allons tous mourir, mais c'était une mort prématurée. Anissé Ekane aurait peut-être pu vivre encore 1 jour de plus, 2 jours de plus, je ne sais pas trop, mais en lui retirant son extracteur, on se rendait automatiquement coupable du crime aujourd'hui déploré. Alors, Lucien Bitima, en 30 secondes, puisqu'on va sortir de l'émission, il y a d'ailleurs un autre sujet sur lequel on va revenir. On a quand même suivi ce qui s'est passé entre l'arrestation d'Anissé Ekane, sa détention et son décès, conclu à un mort naturel. Vous comprenez pourquoi ça révolte la famille? Vous savez, Duval, vous êtes très fort, je vous félicite beaucoup. Et je veux vous dire, à chaque fois qu'on a perdu quelqu'un, je me mets à la place de la famille. C'est quelque chose de très douloureux. Continuer à épiloguer là-dessus, ça fait très mal. Moi, je crois au-delà de toutes les appréhensions, de tout ce que nous pouvons être, de tout ce que nous faisons, politique et autres, nous restons d'abord des Camerounais, nous avons des familles. Je comprends toujours aujourd'hui la douleur de la famille de M. Ekane, qui continue quand même à dire, à souffrir de sa disparition. Mais maintenant, je ne suis pas médecin pour dire si l'autopsie qui a été fait dans les bonnes ou les meilleures conditions. Mais je crois que nous devons tous aller aujourd'hui, vous, dans le sens de l'apaisement. Parce que moi, j'ai perdu des hommes trop chers. Ça fait très mal aujourd'hui de continuer à croire qu'on ne fait même pas son deuil. Donc, M. Ekane, qu'on dise ou qu'on ne dise pas, a joué d'une manière ou d'une autre à positiver la politique, la démocratie de notre pays. Aujourd'hui, qui se retrouve dans cette situation, tout ce que je peux dire, continuer à épiloguer sur le problème de l'autopsie, continuer à voir, M. Ekane ne reviendra plus jamais. Je crois qu'il a besoin du repos de son âme. Et tant qu'il est emprisonné, excusez-moi de vous le dire, dans une mort, et tant que sa famille ne fait pas son deuil, tant que les Camerounais qui le comprennent, qui sont ses amis, n'arrivent pas à faire son deuil, c'est un problème. Donc, je crois que c'est un débat qui doit être mis de côté. Les uns et les autres se sont prononcés. Tout ce que je souhaite, c'est l'apaisement pour qu'on puisse l'enterrer. Alors, Kamgia, il y a donc la levée des scellés du corps, c'était lundi. Et puis, dans ce sillage-là, il y a eu cette enquête, les résultats de cette enquête menée. Alors, pour vous, on passe à autre chose, comme le dit Lucien, où vous estimez qu'il faut une réédition des comptes? Il faut une réédition des comptes. On ne peut pas passer à autre chose. La famille ne peut même pas faire le deuil si elle ne sait pas la vérité sur la mort d'Ekane Anissé. Je comprends la douleur et la détresse de la famille biologique d'Ekane Anissé ainsi que de sa famille politique. Il faut qu'on sache effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Normalement, il faut une commission indépendante et même une contre-expertise pour savoir en définitive de quoi il est effectivement mort. Rappelez-vous, ça c'est une petite parenthèse que je fais rapidement, quand Samuel Ouazizi est mort, on a vu la sortie du chef de la division de la communication du ministère de la Défense. Une sortie qui a été fortement critiquée, qui a même dit où se trouvait la dépouille. La clé de dépouille n'a jamais été remise à sa famille d'origine, jusqu'aujourd'hui l'affaire Samuel Ouazizi. Et voilà une autre affaire, avec, j'allais dire, un résultat polémique, controversé, compliqué. Je pense que si nous sommes encore un état de droit, respectons les procédures d'une démarche contradictoire, de bout en bout, judiciaire et médicale, qu'on arrive à trouver une vérité entre toutes les parties concernées. À cette condition seule, la famille pourra enfin faire son deuil. Voilà. Votre avis sur la question Aristide Mounou pour qu'on sorte de l'émission. On espère que la régie va nous accorder 5 minutes supplémentaires pour
évoqué la sortie du premier président, ou du moins le président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême cette semaine. Mais déjà sur l'affaire Anissé Kane, la famille prépare une plainte, dit la nouvelle expression. Elle vise la chaîne des personnes responsables de l'arrestation et la détention du défunt président du Manidem, surtout ceux qui ont donné l'ordre avec au bout une mort naturelle entre griffes qui accuse. Moi, j'ai l'impression que, après avoir lu le communiqué du porte-parole du MINDEF, j'ai l'impression qu'il y a eu une confusion entre la détermination des circonstances de la mort d'Anissé Kane et ce qui a tué Anissé Kane. Or, l'objet de l'enquête, c'était de déterminer les circonstances. Lorsqu'on parle de circonstances, ce sont des conditions dans lesquelles, les conditions ayant concouru à sa mort. Or, ce qui a été fait, c'est plutôt qu'est-ce qui a tué Anissé Kane. Et puis, on a pris son corps, on a estimé que bon, il avait un problème, et puis il est mort. Or, si on était rentré dans les circonstances de la mort d'Anissé Kane, on allait d'abord commencer à poser la question de son arrestation. Pour quelqu'un gravement malade, un homme de 74 ans, ça veut dire un grand-père, vous le déportez de Yaoundé pour Douala pour des motivations politiques. Est-ce que cela était vraiment essentiel? Est-ce que cela était nécessaire autant pour moi? Maintenant, les conditions de la déportation de Anissé Kane de Douala à Yaoundé, c'est dans quelles conditions, étant donné que certains estiment qu'il était cagoulé pour un homme qui a déjà des problèmes respiratoires, c'est un problème. Maintenant, entre Yaoundé et Douala, plus de 5 heures de route, est-ce que Anissé Kane avait un extracteur? Laissons même son extracteur. Est-ce qu'il avait un extracteur? Je crois que l'enquête devait situer les Camerounais sur cet aspect. Et maintenant, les conditions de détention d'Anissé Kane. Est-ce que lorsqu'on amène Anissé Kane au CED, Anissé Kane, les premiers jours, il a son extracteur? Est-ce qu'Anissé Kane, pour quelqu'un qui était gravement malade, il avait une assistance permanente? Donc, moi, je me dis, on est complètement passé à côté de l'objet de l'enquête. L'enquête, c'était pour déterminer les circonstances, les conditions, l'environnement dans lequel, ce qui a contribué à aggraver la situation de Anissé Kane. Alors, je sais pas